chaîne sur laquelle j'étais. Donc, ce qui effectivement, donc, mon élément, c'était des ports qui ensuite étaient rajoutés sur la chaîne. Donc, je faisais mon stock à côté de la chaîne. Et donc, régulièrement, effectivement, le stock était trop important, ça posait des problèmes. Donc, le responsable de la chaîne me dit va te promener là pendant un quart d'heure. Donc, j'allais me promener, je me promenais 20 minutes après. Maintenant, après, ce qui est intéressant avec le recul, pourquoi est-ce que moi j'arrivais à avoir une productivité supérieure? C'est simple, parce que moi je fais ça pendant un mois. Je pense que quand on a fait ça pendant 25 ans, on perd un peu l'envie de. C'est pas un rythme que j'aurais pu tenir pendant 25 ans non plus. J'étais effectivement jeune et je voyais ça. Tu t'es fait agresser par des syndicalistes? Tant que c'est. Non, alors ça c'est assez après. Donc ça c'est la première partie. Bon, ensuite j'ai eu la chance quand même de pouvoir expérimenter le mouvement social dans l'usine. Et donc il y a eu effectivement un débrayage pendant 2 jours. Et là, avec une dynamique intéressante où le chef c'était pas vraiment le chef de la production, mais le chef de l'unité de l'atelier voulait que je reprenne le travail, sachant que j'étais le seul. Donc je lui ai fait comprendre que pour ma santé, c'était pas forcément une bonne idée. Et effectivement, il n'a pas trop insisté. Donc j'ai fait effectivement 2 jours de grève. Donc pour suivre le mouvement. T'as ta carte alors. Donc j'ai presque ma carte. Donc après ce stage ouvrier, qu'est-ce qui t'a fait choisir McKinsey une fois que j'étais calé sur le conseil, en fait j'ai eu une approche assez pépris pour ceux qui ont fait une prépa. Où j'ai fait donc, la liste de tous les cabinets de conseil. Donc je me suis arrêté aux 10 premiers en fait, des cabinets de conseil. J'ai commencé par le bar, mais j'ai commencé les entretiens par le bar en fait. Parce que je me suis dit, pour rentrer dans le conseil, c'est des entretiens qui sont un peu différents, surtout dans une école d'ingénieur, j'ai besoin un peu de préparation. Donc j'ai commencé par des cabinets plus petits, en remontant à chaîne. Ce qui est en fait une dynamique assez intéressante, parce que du coup, les premiers cabinets, les critères étant plus bas, j'ai réussi à me débrouiller, donc à continuer dans le process. Et donc, quand je suis arrivé à McKinsey, en fait, au BCG, j'avais calculé, j'ai déjà passé 35 ou 40 entretiens dans le conseil. Donc, j'étais bien formé. Donc, voilà, moi j'étais étudiant, j'avais le temps pour le faire aussi. Mais du coup, c'était une dynamique assez intéressante où quand j'avais bien préparé. Tu recommandes donc aux entrepreneurs de faire pareil? D'aller voir les VC moins bons avant de Alors, il y a une différence, je vais avoir un conseil un petit peu différent, parce que la différence entre l'étudiant j'ai un coût marginal de son temps qui est très faible, l'entrepreneur a lui un coût très élevé. Donc je pense que ça c'est une différence primordiale. Donc moi ce que je recommande aux entrepreneurs, c'est plutôt de demander à leurs contacts d'ici un petit peu ce qu'ils en pensent, s'ils ont une bonne chance de faire une levée à ce moment-là. Si c'est le cas, de se lancer dans un process. Si ce n'est pas le cas, de trouver d'autres manières, de manière à ne pas passer 6 mois à perdre son temps dans une meeting avec des VC qui vont toujours dire oui, mais il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça. C'est pas ce que nous on fait, mais il peut y avoir une tendance à le faire. Oui, les autres pas. Exactement. Donc, personnellement, moi, pour éviter ça, j'essaye d'avoir des réponses assez claires sur oui. C'est-à-dire que le non est rapide, le oui peut prendre plus de temps, mais s'il prend plus de temps, c'est que c'est bon signe. C'est pas du tout une optique où on sait qu'on va dire non, mais on ne veut pas le dire tout de suite. Alors quelle a été ta première mission chez McKinsey? Alors, première mission chez McKinsey, donc assez intéressant. Donc moi, sortant d'école, je voulais travailler, aller avoir une mission à l'étranger, parce que je crois que c'était sympa d'aller travailler à l'étranger. Donc je vais voir le responsable du staffing chez McKinsey. Je parle de voyage que j'aimerais faire. Moi d'ailleurs je parle italien, donc l'Italie ça pourrait être sympa, mais j'aimerais faire une mission à l'étranger. Alors Philippe, pour commencer, on a trouvé une mission au bureau de Paris, où tu seras bien encadré, bien formé. Ton départ, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est pas ce que je voulais entendre, mais bon, très bien. 3 jours après, un coup de fil d'un partenaire, oui, on veut sur cette mission, une mission à Paris, une mission d'un mois, etc. Très bien. Et puis après, pendant 2 jours, plus de nouvelles. J'apprends par ailleurs que la mission, finalement, ils ont pris quelqu'un d'autre pour la mission, elle est annulée. Je ne me souviens plus exactement, mais donc je suis tout à fait sur cette mission.
Et là, je vais discuter, prendre un café avec un autre junior qui lui était italien, qui venait de commencer. Ah, je suis sur un super projet qui démarre en Italie pour une boîte de tech. Donc tu l'as poussé sur une voiture, dans le métro. J'ai même pas eu le temps, comme je me dis, bon, et d'ailleurs on cherche un autre junior pour le faire. J'ai dit, ah bon on m'a dit que ça marcherait pas trop, mais je suis intéressé quand même. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, j'ai été staffé sur cette mission. Donc lundi matin, je me retrouve dans l'avion pour Rome. Ensuite, je suis dans une heure et demie de voiture pour aller dans l'usine qui était en province. Et donc, c'était une usine qui fabriquait des tubes de télévision. Et donc, ils avaient besoin, donc on les aidait en fait. Bon, je pense que. Pardon? Non, c'était une filiale de Thomson qui s'appelait, je ne me souviens plus exactement des noms, maintenant ça a été revendu, repackagé. Donc ça a été pardon? Voilà, Videocolor. Voilà. La Videocolor à Nîmes, donc en Italie. Et donc opération de réduction de coûts là-bas, avec une approche McKinsey, donc qui s'appelait la méthode TOP. Donc qui est effectivement une méthode qui veut dire Total Operational Performance. Et donc c'est une méthode assez top-down où on prend la liste de tous les coûts de l'usine et on les divise en coûts compressibles et incompressibles, ou sur un coût, s'il est les deux, quelle partie est compressible, et on fait 40% de réduction sur le compressible. L'objectif est 40%. Et donc tous les coûts, les coûts qui sont non compressibles, c'est par exemple l'unité d'électricité dont on a besoin pour faire tourner la machine à son rendement, à 100% de rendement. Donc si effectivement le rendement est de 95, on a 5% d'électricité, etc. Donc ça donne un peu l'idée, avec bien sûr tous les coûts personnels compressibles. Donc c'est malheureusement moins drôle, mais une réalité. Et en fait l'entreprise était, alors effectivement comme première mission du conseil, c'est un peu caricatural maintenant. La perspective, c'était vraiment est-ce qu'on ferme l'usine ou pas? Donc est-ce qu'on peut rendre cette usine productive ou est-ce qu'on la ferme, est-ce qu'on délocalise? Donc à l'époque, on parlait pas encore de la Chine, on parlait des pays de l'Est, de la Pologne, Tchécoslovaquie, etc. Et donc, moi, ma perspective sur le sujet, c'était pas je viens ici pour couper 40% de l'effectif, mais je viens ici pour essayer d'en sauver 60. Alors après, chacun a ses opinions et chacun jugera par lui-même si c'est un objectif qui en vaut la peine ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai attaqué le projet. Et donc l'approche, une fois que les objectifs étaient fixés, après l'idée c'était de travailler avec les équipes locales pour leur faire trouver des idées qui allaient permettre d'améliorer la productivité. Donc in fine, c'était un objectif qui est atteint avec, sur l'ensemble des idées, on va avoir un millier d'idées qui, mis bout à bout, permettaient d'obtenir cette réduction. Et donc, il y a quand même une petite anecdote qui est sympathique sur l'histoire. Un des problèmes, c'était la cantine. Bon, évidemment, en Italie, c'est un peu comme la France, c'est clé. Et donc, la question, c'était comment est-ce qu'on... logiquement, quand on a une cantine comme ça dans une usine, l'idée numéro 1, c'est l'outsourcing. Donc on commence à voir les outsourceurs, à avoir des appels, en fait, des appels d'offres, on a des chiffres. Ouais, mais quand même, on mange vachement bien en septembre. donc en fait, l'incentive on travaille avec l'équipe de la cantine était assez clair. Soit c'est outsourcé, soit on arrive à faire des économies sur les différents postes et arriver à le faire tourner. Et donc, in fine, on a réussi effectivement à leur faire garder. Alors, in fine, l'histoire, c'est qu'ils l'ont gardé pendant 1 an de plus et à l'étape d'après, bon, ils l'ont ressourcé, donc on n'aura pas fait durer 1 an. Et une des idées, c'était très fort rendement, c'était donc l'achat d'une cuillère de dosage pour le parmesan qui permettait de... Parce que le budget de parmesan c'était pas incroyable. Quand j'ai vu le chiffre, c'était l'équivalent de, je sais pas, maintenant ça serait peut-être 30 € par employé par mois de parmesan. Alors on dit bon, c'est du bon parmesan. Donc c'est du bon parmesan. Donc l'idée c'était on va prendre une cuillère et donc ensuite en grammes de parmesan par personne, c'est complètement dément. Et on va prendre une cuillère et donc vous allez doser ce que tous les employés prennent tous les jours des pâtes sur lesquelles effectivement la personne à la cantine arrosait généreusement de parmesan de plusieurs cuillères. Et non, maintenant vous avez une dosette, vous avez votre dose de 15 grammes par assiette. C'est très consistant dans l'approche, mais donc ça a été un des savings importants de la cantine. Donc voilà le type de l'exemple du type d'idée. Après on a des choses un peu plus sophistiquées.
Ça, c'est la première mission. Ça doit être comme une fois.